Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 20h, voici les titres. À la une, les adieux au pape François, le monde entier rend dernier hommage aux successeurs de Pierre. Croyants, gouvernement religieux, ils étaient tous là pour accompagner l'évêque de Rome qui repose désormais à la basilique Sainte-Marie Majeure. À Dakar, une messe a été dite hier à son honneur. Dans la série consacrée à la fête du travail, la rédaction s'est arrêtée ce soir sur le cahier de doléances. Le document résume les différentes préoccupations et revendications des travailleurs. Il est déposé le 1er mai sur la table du président de la République. Rappel historique à suivre. Le sujet fait débat, la pêche monofilament. L'État veut mettre fin à cette pratique jugée dangereuse pour l'écologie. Malgré la loi de 98 qu'il interdit, certains pêcheurs sont encore réticents. La rubrique environnement de ce samedi a fait le tour de la question. Basketball Africa League, bonne entrée en matière pour l'AS Ville de Dakar. Les joueurs de la capitale ont battu l'US Monastir de la Tunisie 70-67 en présence du chef de l'État. Le Sénégal accueille la conférence Sahara 5e édition à Dakar Arena. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a assisté donc cet après-midi au match de la Basketball Africa League. Le président Bassirou Diomaye Faye a donc suivi le match qui a opposé la ville de Dakar à l'AS Monastir. Un moment de communion avec la jeunesse. Nous y reviendrons. Et puis donc à la mi-temps justement du match, le chef de l'État a reçu le groupe Daradi Family. Les rappeurs se réjouissent des échanges qu'ils ont eus avec le président Bassirou Diomaye Faye et s'engagent à apporter leur contribution à la promotion du Sénégal dans le monde. Nous écoutons Ndongodi et Fada Freddy au micro de Marnig. Très honoré d'avoir eu un échange avec Monsieur le Président de la République. Et c'est vrai que là, c'est dans un contexte sportif et culturel. Et aujourd'hui, Daradi Family qui vient d'avoir, qui va bientôt fêter des années de carrière, en l'occurrence Fada Freddy et moi-même Ndongodi, je pense qu'on a aussi vraiment notre pierre à apporter à l'édifice du Sénégal. Parce que pour nous, aujourd'hui, le Sénégal doit briller partout dans le monde. Et ça doit se faire avec le sport, avec la culture. Donc, je pense que ça a été un échange très enrichissant pour nous. Voilà. Oui, on était venu féliciter le président et notamment lui faire part de notre engagement dans la cohésion sociale et notre engagement pour faire briller le Sénégal partout dans le monde. Comme on dit en Wolof, faire votre drapeau bidou souf. Donc c'était un rappel que le Sénégal peut toujours compter sur nous, sur notre engagement, sur notre détermination, sur aussi notre force vive pour non seulement raviver la flamme de la jeunesse, mais aussi emmener le Sénégal dans les standings les plus hauts. Voilà donc le groupe Daradi Family reçu donc cet après-midi par le chef de l'État à la mi-temps du match qui a opposé l'AS Ville de Dakar à l'AS Monastir. Nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition. La 4e conférence sur l'emploi et l'employabilité a pris fin hier. Après 2 jours de travaux, une feuille de route sociale a été élaborée pour une meilleure prise en charge de la problématique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé la cérémonie de clôture. Le compte-rendu de Aram Dawa. Le CICAD a fait le plein emploi 2 jours durant. Les acteurs de l'écosystème ont pu retourner la question dans tous les sens. Le diagnostic, les défis et perspectives. Ce rendez-vous avec le Premier ministre devait être un moment de restitution et d'adoption d'une feuille de route consensuelle autour de cet axe. Promotion de l'emploi et de l'employabilité au Sénégal, renforcement des stratégies de territorialisation des politiques publiques d'emploi, renforcement des stratégies d'appui à l'entrepreneuriat et à l'innovation au Sénégal, amélioration de la gouvernance de la migration de travail, renforcement du rôle du secteur privé dans la création d'emplois. Ceci est le fruit des réflexions issues de 6 tables rondes. À l'heure des conclusions,
Le sentiment est celui d'une mission accomplie. Nous voulons vous dire également qu'en tant que partenaires sociaux, nous restons disponibles et ouverts pour poursuivre donc la réflexion, donner notre contribution, donner notre savoir, mais faire en sorte que ce défi commun que nous avons, parce que le défi de l'emploi n'est pas un défi simplement du gouvernement, et tous ensemble, donc, je pense, si nous continuons cette solidarité, cette concertation, nous pouvons effectivement arriver peut-être à booster l'emploi dans nos pays, ce qui n'est pas un défi facile. Mon remerciement s'adresse également à M. Abass Fall, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, avec qui nous avons une collaboration fructueuse et dynamique aux côtés des centrales syndicales de travailleurs pour la consolidation d'un dialogue économique et social générateur d'emplois décents. L'ardeur des uns et des autres tient des statistiques alarmantes. 20% de taux de chômage, 200 000 nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi chaque année, beaucoup de diplômés chômeurs pour un pays dont les moins de 35 ans font 75% de la population. 2 programmes structurants traduisent notre volonté d'agir avec ambition, rigueur et méthode pour répondre à ce défi. Il s'agit du programme de la grande offensive de la formation professionnelle, du développement de l'emploi et du développement massif de la formation professionnelle duale et du programme national de promotion de l'emploi à travers la grande coalition pour l'emploi. Pour ce qui est du programme de la grande offensive, ce programme constitue l'épine dorsale de notre politique de souveraineté par le capital humain. Il ne s'agit plus de former pour former, mais de former pour insérer, pour produire, pour entreprendre et pour transformer durablement notre économie par nos propres forces et compétences. Cette offensive n'est pas un slogan, c'est un ensemble cohérent de projets, structurés, localisés, pilotés et ancrés dans les territoires avec l'engagement des entreprises, des collectivités et des citoyens. Le programme national de promotion de l'emploi, deuxième du portefeuille de projets, répond quant à lui à une politique inclusive. Piloté directement par la primature, ce programme repose sur des portefeuilles structurants portés et exécutés par les ministères sectoriels à travers des plateaux multisectoriels. Ses principaux axes d'intervention sont le lancement de la grande coalition pour l'emploi, un pacte tripartite entre l'État, le secteur privé ou plus généralement le milieu socio-professionnel, l'accélération de la création d'emplois dans les secteurs moteurs de croissance. Mesdames et messieurs, l'emploi ne se décrète pas, il se construit dans le dialogue, la cohérence des politiques et l'alignement des énergies. C'est le sens de cette grande coalition pour l'emploi, un pacte national mobilisateur, une dynamique d'action partagée pour créer de l'emploi décent, durable et ancré dans les réalités de notre économie. Il s'agit là de 2 programmes phares de la vision Sénégal 2050, mais aussi ambitieux soit-il. Pour le Premier ministre, il y a plus difficile, passer à l'action, et il y invite tous les acteurs. Sur le pacte de stabilité sociale que l'État va conclure avec ses partenaires, le Premier ministre est largement revenu sur les enjeux. Il s'agit pour lui d'une sainte alliance dans un contexte particulier afin de préserver les intérêts stratégiques du pays. On l'écoute. Il est temps que nous puissions passer à l'action concrètement. Si on ne parvient pas à bâtir une agriculture solide, si l'on ne parvient pas à bâtir des activités structurées autour des autres secteurs primaires, pour pouvoir avoir l'ambition d'aller vers le secteur secondaire par la transformation, tout ce qu'on est en train de dire ici sera du vœu pieux, mais nous ne produirons pas d'emploi au Sénégal. Les vrais enjeux sont là, et c'est les combats que mon gouvernement
sur instruction de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mener et de gagner. C'est ça les vrais enjeux. Et nous aurions souhaité que l'ensemble des Sénégalais, ou l'écrasante majorité des Sénégalais, comprennent ces enjeux. Parce que c'est des paris sur le futur. Mais c'est déjà un défi par rapport au présent. Et c'est pourquoi nous avons parlé de pacte autour d'objectifs fondamentaux dans une gestion transparente où tous les acteurs de ce pacte pourront avoir toutes les informations dont ils ont besoin pour apprécier des capacités réelles du gouvernement, des disponibilités réelles de l'État, et qu'ensemble, nous puissions appliquer les idées que nous venons de lire ici. Parce que sans les moyens que nous devons mobiliser, nous ne pourrons pas appliquer ces idées. Et c'est pourquoi nous avons besoin de tout le peuple sénégalais. Nous allons lancer des discussions pour renégocier ce qui a été mal fait et pour faire de sorte que l'essentiel des richesses de ce pays puisse profiter au pays, y compris le rapatriement des devises qui doit pouvoir servir notre balance. C'est un combat que nous ne gagnerons pas sans le soutien de tous les Sénégalais. Parce que nous le menons contre des mastodontes dont vous ne pouvez même pas imaginer les capacités. Et c'est quand on parle de sainte alliance autour des intérêts stratégiques de ce pays, c'est de cela qu'on parle. On ne parle pas d'alliance politique. Il y a un temps pour la politique et un temps pour se consacrer à l'intérêt national. À Rome, environ 250 000 personnes se sont rassemblées place Saint-Pierre pour un dernier adieu au souverain pontife ce samedi. Outre des croyants venus du monde entier, c'est un ballet de chefs d'État et de gouvernement qui s'est déroulé au Vatican. Sarah Louis Senghor. L'ultime adieu au pape François. Ce matin, à la place Saint-Pierre, plus de 200 000 personnes ont assisté aux funérailles du souverain pontife. Parmi elles, des personnalités du monde entier, des chefs d'État, Donald Trump, Emmanuel Macron, Zelensky, Brice Oligui Nguema, Félix Tshisekedi, des couples royaux d'Espagne et d'Angleterre. Au total, plus de 170 délégations en provenance d'horizons divers ont suivi l'homélie du doyen des cardinaux. Le pape François n'a cessé d'élever la voix pour implorer la paix, construire des ponts et non des murs est une exhortation qu'il a répétée à maintes reprises. En union spirituelle avec toute la chrétienté, et nous sommes nombreux à prier pour le pape François afin que Dieu l'accueille dans l'immensité de son amour. À l'issue de la messe, la longue procession du corps dans la papa mobile, applaudie par la foule, jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure, où le premier des évêques a été enterré. Le protocole a été modifié et simplifié selon la volonté du pape. Sur son sépulcre, il n'y aura qu'une seule inscription, Franciscus, François. Au-delà du religieux, ce fut aussi un rendez-vous politique. En marge de la cérémonie, Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont eu un tête-à-tête productif selon la Maison-Blanche. Une première depuis le clash à Washington. Décédé d'un AVC ce 21 avril, lundi de Pâques, le pape François a rejoint aujourd'hui sa dernière demeure, comme il l'aurait probablement voulu, dans la paix, au milieu d'une foule hétéroclite. C'est la première fois, depuis des siècles, qu'un souverain pontife est inhumé au cœur du Vatican. Au Sénégal, une messe a été dite hier à la cathédrale de Dakar à la mémoire du pape François. La célébration a réuni l'ensemble de l'épiscopat sénégalais pour rendre hommage au chef de l'Église catholique. Des témoignages ont été rendus à ce grand protecteur des pauvres et des opprimés. Aussi ont-ils prié pour que l'âme du défunt repose en paix. Louise Pizza.
Des bougies allumées à la cathédrale Notre-Dame des Victoires pour celui qui aura passé 12 ans de pontificat à la tête de l'Église catholique. Une messe d'action de grâce en mémoire du pape François, souverain pontife et chef d'État du Vatican, décédé ce 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Au premier rang de la cathédrale, le corps diplomatique accrédité au Sénégal, en communion avec l'Église universelle. Je suis venue pour les funérailles du pape François. Et nous étions très tristes à cause de sa mort, mais très contents parce que nous savons que maintenant il est avec Dieu. Nous avons eu à célébrer une messe pour le pape François, pour son repos. Et cette messe a été présidée par le nonce apostolique, qui est le représentant du pape dans le pays. C'était pour nous une manière de communier à toute l'Église universelle qui aujourd'hui est les jours passés depuis l'annonce du décès du pape. Donc l'Église universelle qui, dans l'espérance, prie pour le repos de son âme. Dans cette atmosphère empreinte de recueillement, l'Assemblée a rendu hommage à l'héritage du pape François. Le disparu est connu pour son engagement en faveur de la justice sociale, du changement climatique et du dialogue interreligieux. Quand il a pris le nom de François, nous savons bien de qui il tenait cette inspiration-là, François d'Assise, qui pour nous avait un souci particulier, non seulement pour les pauvres, mais aussi pour l'environnement. Une problématique qui est aujourd'hui structurante parce qu'elle rejoint un peu les préoccupations de notre monde. L'épiscopat, dans son ensemble composé du nonce apostolique au Sénégal, Monseigneur Angrégué, l'archevêque émérite Benjamin Diaye, son éminence Théodore Adrien Cardinal Sarr et l'évêque du diocèse de Ziguinchor, Jean-Baptiste Walter Manga, a pris part à cette messe de Requiem. On voyait un pape qui, à la fin de sa vie, nous appelle à l'espérance. C'est un message extrêmement fort qui nous permet de voir que le temps qui passe, les questions de l'âge, du grand âge, de la maladie, de la souffrance, ne doit pas nous décourager de l'avenir. Puisque pour nous chrétiens, notre avenir est en Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, et qui nous assure que si nous restons fidèles, nous aussi nous ressusciterons comme lui. Ce fut un vendredi de prière, des prières pour le pape François, qui fut pour les paroissiens bien plus qu'un chef spirituel, la voix des sans-voix et artisans de paix dans le monde. Le pape François qui repose désormais à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Chez nous, le Dakar s'est ouvert cet après-midi avec l'arrivée du khalife général Thierno Ahmadou Tidiane Ba sur le site de la retraite spirituelle situé à 10 km de la cité de Médina Gounass dans le département de Vélingara. Des milliers de fidèles répondent ainsi à l'appel du fondateur de cette localité, Thierno Mamadou Seydou Ba. C'est donc parti pour 10 jours dédiés exclusivement à Dieu. Nous reviendrons sur la cérémonie d'ouverture avec nos équipes déjà sur place. À Matam, les consommateurs connaissent désormais le prix du kilogramme de riz venant d'Asie. Il a été fixé au terme du Conseil régional de la consommation. Les différents acteurs du secteur étaient réunis autour des autorités locales pour une séance d'information. Le compte-rendu de Mansour Dia. Les prix du riz brisé et ordinaire sont désormais connus dans la région de Matam. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil régional de la consommation tenu ce vendredi. C'est au niveau du stade du gros. Nous avons retenu 334 000 francs la tonne, ou 16 700 francs le sac. Au niveau du demi-gros, c'est 340 000, 17 000 francs. Et le détail, 365 francs le kilo. Les représentants des commerçants appellent leurs homologues au respect strict de cette mesure. Nous lançons un appel à tous les commerçants qui sont dans la région de Matam pour que nous vendons le prix que l'État a fixé. Toutefois, ces commerçants souhaiteraient bénéficier de la part des autorités d'une marge de tolérance par rapport au transport de la marchandise dans les zones les plus reculées, notamment dans le Dandemayo. C'est nous-mêmes qui portons les frais. On prend les charges et met ça dans nos camions pour apporter dans les localités. Ça ne nous enlace pas, mais on ne peut rien faire parce que c'est l'État même qui fixe le prix. On ne peut rien faire sur ça. Nous demandons les autorités de revoir ça
parce que c'est un peu difficile. Rappelons que ces prix concernent le riz venant des pays asiatiques comme l'Inde, le Pakistan et le Vietnam. Dans un tout autre domaine, en marge de l'Expo universelle Osaka 2025, le ministre de l'Industrie et du Commerce a été reçu à Tokyo par les PDG de Toyota et de Mitsubishi. Serigne Gueye Diop s'est également entretenu avec son homologue japonais à qui il a présenté les projets industriels inscrits dans le référentiel Sénégal 2050 à Sabassi Faye et Ibrahima Diédhiou. Large point de convergence sur différents axes de partenariat. Serigne Gueye Diop et le vice-ministre japonais du Commerce ont longuement évoqué la coopération bilatérale entre leurs deux pays et qui gagnerait à être renforcée. Seule une vingtaine d'entreprises japonaises existent actuellement au Sénégal. Le projet de dessalement d'eau de mer, le centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon sont des exemples qui font référence. Il a été également beaucoup question des zones économiques spéciales que le gouvernement veut implanter dans les 8 pôles territoires. S'y ajoute le programme des agropoles. Avec le PDG de Mitsubishi, Serigne Gueye Diop a parlé du projet Gas to Industry qui devrait permettre de produire de grandes quantités d'ammoniac, de méthanol et d'urée pour l'agriculture. 300 TSQ en lieu et place des 30 TSQ retenus initialement. Combiné au phosphate de Matam, le Sénégal devrait être un des plus grands producteurs d'engrais. L'État entend relancer ce projet pour transformer le gaz naturel au Sénégal plutôt que de l'exporter. Autre multinationale à recevoir la délégation sénégalaise, Toyota, le géant de l'automobile présent au Sénégal depuis plusieurs décennies. Le PDG sortant et son successeur ont rappelé la longue histoire avec le Sénégal qu'ils ont visité à plusieurs reprises et le groupe CFAO qu'ils viennent de racheter plus de 100 ans après sa création. Les projets qui leur ont été présentés ont reçu un écho favorable. Nous avons une longue histoire de collaboration et nous essayons de renforcer notre relation en plus. Surtout lors de l'occasion de TICAD 9, nous serons heureux aussi et nous pourrons voir votre délégation au Japon. Merci beaucoup de votre visite encore une fois, Monsieur le Ministre. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Nous allons continuer à collaborer pour le développement de votre pays. Merci. Autre temps fort, la visite de la commune d'Izumi. Aussi grande que Dakar, c'est un exemple de modernité et d'inclusion sociale. Habillé en tenue africaine, le maire affiche sa proximité avec le Sénégal, où il a séjourné l'année dernière pour visiter l'une des entreprises japonaises implantées dans la zone économique spéciale de Sandiara. Échange de bons procédés avant la visite du parc de technologie. 155 hectares pour 150 entreprises, dont celle-ci spécialisée en packaging. Ici, l'emballage des produits manufacturiers, flacons de prélèvements médicaux, stylos ou autres articles, est fait par des machines équipées de robots. Des techniques que le Sénégal voudrait développer à travers des écoles de formation aptes à porter les projets inscrits dans l'agenda de transformation nationale 2050. Chez nous, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'RFJ investit dans la santé digitale. La structure publique de financement a accompagné la création d'une plateforme dénommée Doxen. Elle se veut une solution numérique pour améliorer l'expérience des patients et optimiser le travail des professionnels de santé, nous dit Lamine Fall. L'innovation et l'excellence ont retenti au siège de la DRFJ. Moustapha Diop, un jeune médecin doublé d'un passionné de technologie, a mis au point le Doxen. Nous avons développé Doxen Online et Wargoo. Des solutions qui permettent aux patients sénégalais de prendre des rendez-vous sans se déplacer, d'assurer le suivi maternel, les consultations prénatales, la vaccination des enfants et qui permettent au SAMU de connaître en temps réel le nombre de lits disponibles dans chaque hôpital grâce à des capteurs intégrés. Doxen, un projet de haute qualité animé par une jeunesse décomplexée et entreprenante. Imaginez un monde où chaque individu aurait accès à des outils personnalisés pour gérer sa santé, où la prévention,
serait au centre de nos préoccupations, où les professionnels de santé seraient soutenus par des technologies leur permettant de se concentrer sur l'essentiel, le bien-être de leurs patients. Devant ce spectacle, l'ADER manifeste son intérêt à soutenir l'innovation. Nous sommes décidés à accompagner cette innovation. Ça fait partie de notre cœur de métier, parce que ces jeunes-là ont besoin d'être financés et ils n'ont pas d'autres sources de financement. Pour plus de cohérence dans cette action d'envergure, l'ADER a impliqué le ministère de la Santé. Féliciter aussi et encourager Doxen et son équipe pour l'initiative et surtout l'innovation qui va contribuer à révolutionner le secteur de la santé et de l'action sociale. L'ADER entend faire de la technologie un levier puissant de prévention et de gestion sanitaire. Doxen, déjà en application dans les structures de santé au Sénégal. Dans la série consacrée à la fête du travail, l'on s'intéresse ce soir au cahier de doléances. Au Sénégal, le document a été présenté pour la première fois à la période coloniale à Saint-Louis. Après l'indépendance, le président Léopold Sédar Senghor va recevoir le cahier des mains du secrétaire général de la CNTS, Madia Diop, lors de la première alternance. Le président Wade invite l'ensemble des centrales syndicales au palais pour marquer le 1er mai. Rappel historique avec Tchourodia. En France, le dépôt des cahiers de doléances existe depuis le XIIIe siècle, avec les états généraux qui recoupent la noblesse, le clergé et les tiers états. Ces cahiers de doléances vont connaître une mutation à partir de 1789, la Révolution française. Ce qu'on appelle les états généraux va se transformer progressivement en Assemblée nationale. Ici au Sénégal, le premier cahier de doléances a été remis au président Léopold Sédar Senghor en 1969 par la CNTS. Au Sénégal, en 1789, des cahiers de doléances ont été présentés à Saint-Louis. L'autre dimension nous vient des États-Unis, de l'Amérique, où en 1886, des travailleurs se sont élevés contre la journée démentielle dans les factoreries et dans la nouvelle industrie naissante. Il y eut des morts, les martyrs de Chicago. Avec l'alternance en 2000, une révolution va s'opérer. Désormais, l'ensemble des centrales syndicales ont le droit de déposer leurs cahiers de doléances au palais. Quand on dépose les cahiers de doléances, il y a des doléances qui relèvent des sectoriels, des ministères sectoriels, des branches d'activité. Il y a des questions transversales. Les questions transversales, nous les avons toujours réglées. Si on règle les conventions collectives des 21 branches professionnelles pendant presque 3 ans, dans le cadre du pacte qui s'annonce, si on arrive à gérer ces questions, on conclut de nouvelles conventions collectives, on peut rester 10 ans même sans poser de questions. Selon les syndicalistes, le traitement des cahiers de doléances doit être une obligation et leur suivi une exigence. Les conflits naissent là où l'intolérance de l'État, l'intolérance du patronat domine la volonté des travailleurs. Il faut rétablir le rapport de force par la lutte sur le terrain. Quand le mal est partout et l'autorité nulle part, la rue devient le seul critère de vérité. La prolongation de la retraite à 60 ans, une satisfaction. Cependant, la baisse de la fiscalité sur les salaires figure toujours en bonne place dans les cahiers de revendication. Des préoccupations du monde du travail, tout secteur confondu, c'est la surfiscalité sur les salaires. Vraiment, les travailleurs en ont la gorge. Il faut que cette question-là, qu'on la règle définitivement dans le cadre de la révision du Code général des impôts. Les conflits sociaux doivent se régler par le dialogue social, par les discussions entre le gouvernement et les travailleurs, entre le patronat et les travailleurs. Ce n'est pas pour rien que le BIT, l'OIT a inventé le dialogue tripartite. Dans les régions, les cahiers de doléances sont remis au gouverneur. Ce dernier devra se charger de transmettre le document au chef de l'État. Le fondement d'une bonne société sur la référence du Coran vu par El Hadji Oumar Foutiyou Tall et l'Ayatollah Khomeini. C'est le thème de la conférence scientifique internationale organisée par la Jamia Mustafa, l'ambassadeur d'Iran et l'association des ulémas du Sénégal, Fontabadi.
Le Sénégal et l'Iran, deux nations unies par la religion, deux sociétés qui partagent des valeurs culturelles et cultuelles inspirées des enseignements de leur personnalité religieuse, à l'image de El Hadj Omar Foutiyou Tall et de l'Ayatollah Khomeini. Cette conférence scientifique est organisée pour perpétuer l'œuvre de ces saints. Il s'agit de faire connaître l'œuvre de l'imam Khomeini à travers l'Afrique et plus généralement pour le triomphe de l'islam à travers le monde. Son combat est assimilable à celui que Cheikh Oumar Tall a mené le premier. Place et référence du Saint-Coran dans la construction d'une bonne société, thème de cette rencontre, a permis de revisiter le rôle majeur de ces érudits dans la propagation de la religion musulmane à travers le monde. Nous constatons que ces deux érudits ont les mêmes convictions religieuses, islamiques, culturelles et de justice sociale. Cette sainteté religieuse, cette sainteté islamique qu'ils ont en commun, mais aussi la djihad est aussi un acte d'une générosité religieuse extraordinaire. Cette conférence a aussi ouvert une fenêtre sur la situation au Proche-Orient. Dans les jours à venir, au sortir de cette conférence-là, vous verrez de manière concrète comment ces deux sommités-là, que sont donc la Jamia Moustapha et la Rabita islamique Sénégal dirigée par Thierno Madani, mettront en œuvre certaines décisions pour justement cette question palestinienne. L'événement a coïncidé avec la fin du concours national de récital de Coran. El Hadj Omar Foutiyou Tall et l'Ayatollah Khomeini, deux grandes figures religieuses emblématiques qui ont marqué leur époque et dont les œuvres semblent éternelles. Ce samedi 26 avril, la commune de Yoff a vibré sous le signe de l'engagement citoyen pour l'environnement. La direction des paysages urbains et des espaces publics, en partenariat avec le ministère de l'Urbanisme, du cadre de vie et de l'hygiène publique, a organisé la 4e édition de sa grande journée de plantation d'arbres. Yari Bassirou Cissé. Sous le slogan Taral Natal Sunu Réew Mooy Suñu Njariñ, l'événement a mobilisé des citoyens de tout âge sur des points stratégiques. Le Topont Yoff, le rond-point de l'aéroport et l'axe de Léopold Sédar Senghor. L'objectif de l'activité, c'est de montrer que les cadres de vie, c'est quelque chose que nous partageons, nous tous. Et ce que nous faisons de notre cadre dépend de nous, tous ensemble. Que ce soit l'élu, l'association, les citoyens, l'autorité administrative, les politiques, tous ensemble, dans un quartier, nous devons d'un commun accord pouvoir sortir et nous occuper de notre cadre de vie. À travers cette initiative, les organisateurs souhaitent planter des milliers d'arbres pour embellir la ville et sensibiliser la population à la protection de l'environnement. À travers ces stratégies, nous avons mis en place aussi un programme qu'on a appelé programme cadre de vie, espace vert et mobilier urbain. Donc à travers ce programme aussi, on a plusieurs projets. On a un projet Xal Yoon, c'est le projet sur la lutte contre les occupations anarchiques. On a aussi un programme Setal Sunu Gox qui fait la promotion de la propriété au niveau des quartiers. On a aussi un programme de Taral Natal qui permet d'améliorer davantage de cadre de vie à travers la végétation. Des projets sont en cours pour pérenniser ce type d'activité. On réfléchit beaucoup à mettre en place ce qu'on appelle des conseils de quartier et l'institutionnaliser et amener ainsi le conseil à beaucoup s'intéresser sur tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est cadre de vie. Nous sommes en train de voir avec les jardiniers du Sénégal comment vraiment revoir notre patrimoine arboré, comme on le dit, comment revoir nos espèces qu'on doit planter en ville. Au-delà de la plantation, cette 4e journée se veut un véritable tour de sensibilisation, rappelant à chacun que préserver notre cadre de vie est une responsabilité collective. Le sujet fait débat, il s'agit de la pêche monofilament. L'État du Sénégal veut mettre fin à cette pratique justement conformément à la législation sénégalaise qui l'interdit depuis 1998. Ces dégâts sur le milieu marin sont inestimables. À Kayar, Yoff, Ouakam et Soumbédioune, les pêcheurs saluent la mesure. Tout le contraire, dans d'autres zones comme Thiaroye-sur-Mer, le monofilament pour ou contre des pêcheurs. C'est le sujet de la rubrique environnement de ce samedi avec Ibrahima Pabetichou. À Kayar, depuis plusieurs décennies, le filet monofilament est banni.
La raison, il est un danger, selon les pêcheurs. À Car, on n'utilise pas les filets monofilaments. Parce que depuis 1969 jusqu'à nos jours, mon ministre. Nous sommes en phase avec le ministre de la Pêche. Le monofilament est un véritable danger pour nos ressources halieutiques. Une fois jeté en mer, il crée un obstacle et emporte presque tous les poissons sur son passage. Ce nouveau régime nous a rejoints dans notre volonté de préserver nos ressources. Même constat du côté de Yoff. Ici, les pêcheurs adoptent toujours le legs de leurs parents. Le ministre a vu juste. Depuis notre naissance, nos papas l'ont interdit. De Yoff à Kayar, c'est pourquoi dans ces deux localités, il y a toujours du poisson. Les Sénégalais aiment aborder des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Mais à y voir de plus près, le ministre des Pêches connaît la mer plus que nous les pêcheurs. Même ceux qui l'utilisent pour leur jardin savent qu'il est mauvais. Par contre, dans des localités comme Thiaroye-sur-Mer, cet outil de pêche reste le compagnon le plus sûr des pêcheurs. Et c'est ce qui motive son choix parmi tant d'autres. La sécurité est l'élément numéro 1 à prendre en considération. Ce filet nous garantit cette sécurité. Sa matière n'absorbe pas l'eau. Il libère l'eau et te permet d'avoir une stabilité. Mais quant à d'autres, une fois mouillés, ils deviennent très lourds et font chavirer nos pirogues. Beaucoup d'accidents sont causés par ces filets. Le ministre aurait pu appeler pour discuter de la matière des monofilaments et sur l'organisation du secteur. Le ministre doit aussi prendre en charge le volet emploi. Aujourd'hui, beaucoup dépendent de cette activité. Un des points qui suscite débat, c'est la taille. Étalés, ces filets peuvent s'étendre sur plus d'1 kilomètre. De quoi inquiéter certains acteurs. Les filets monofilaments, c'est par l'eau. Si tu les étales, tu peux avoir une longueur d'1 kilomètre, mais les plus courts font environ 700 mètres ou 800 mètres. Le monofilament, ça peut flotter de Nouadhibou à Cap Skirring. Ça continue à flotter. Parfois, bon, on les perd en mer. Ça, parfois, c'est perdu. Et quand, à chaque fois qu'il est perdu en mer, il continue à pêcher. Il peut pêcher pendant 10 ans dans la mer. Face aux députés, la ministre des Pêches avait motivé la décision visant à retirer ce filet dans les zones de pêche. Les monofilaments, comme on l'a dit, la recherche scientifique a eu à faire des études là-dessus et a conclu que c'est des filets qui sont nocifs à l'environnement marin. Donc il fallait trouver des solutions. Mais nous ne pouvons pas, de manière brutale, confisquer ces filets-là. Parce que nous sommes dans un secteur quand même où nous privilégions le dialogue, où nous privilégions la concertation. En attendant la poursuite des concertations et l'application de cette décision, cette forme de pêche bat son plein dans certaines localités. Tout à fait autre chose. La Banque nationale de développement économique, BNDE, a procédé à la présentation de son nouveau plan stratégique dénommé Envol 2025-2029. À travers cette vision, l'établissement bancaire veut à l'horizon 2029 doubler son total bilan et renforcer sa contribution au financement de l'économie nationale. Lamine Fall. Une nouvelle ère pour la BNDE. Plus de 10 ans après sa création, la structure entend prendre son envol en déclinant ses nouvelles ambitions. Atteindre à l'horizon 2029 une progression de plus de 50% de notre participation au financement de l'économie sénégalaise. Doubler à minima notre total bilan, qui est la taille de la banque. Devenir la banque de référence de la diaspora. Le partenaire privilégié de tout Sénégalais se trouvant au niveau de la diaspora. Un plan certes ambitieux que la banque compte traduire en actes à travers Envol 25-29. En plus d'accompagner l'État dans ses différents projets, la BNDE se veut l'interlocutrice privilégiée des porteurs de projets.
Notre ambition, c'est de financer les Sénégalais, les PME-PMI, accompagner nos champions nationaux, le secteur de l'élevage, le secteur de la pêche, de l'artisanat, de l'agriculture, de l'énergie. Donc, une banque véritablement à 100% sénégalaise. Bien plus qu'un plan stratégique, Envol 25-29 est le fruit d'une réflexion rigoureuse pour inciter les Sénégalais à s'approprier leur banque nationale. Et chaque Sénégalais devrait faire en sorte que la BNDE soit sa banque de référence. Quand un Sénégalais pense banque, il doit penser BNDE. C'est notre outil à nous. Les bénéfices que nous faisons ne sont pas rapatriés, ne sortent pas de notre pays. Ces bénéfices sont réinjectés dans notre économie, parce que vont dans les caisses de notre État. Conçu en interne et validé par le ministère des Finances, Envol 25-29 compte à terme placer la BNDE dans le top 3 des institutions bancaires, une banque détenue à plus de 80% par l'État du Sénégal. On vend nouveau souffle également sur le marché automobile sénégalais. Tractafrique Motors Sénégal lance officiellement la marque Jack, un constructeur chinois de renommée internationale. La cérémonie festive a coïncidé avec l'arrivée de nouveaux modèles alliant modernité, robustesse et ambition affirmée. Ousmane Doye. Dakar, capitale sénégalaise, accueille un nouvel acteur automobile. Tractafrique Motors fait son entrée solennelle avec une marque de classe exceptionnelle. Nous sommes convaincus que la marque Jack VP saura répondre aux attentes du marché sénégalais en offrant des véhicules à la fois robustes, technologiques, ergonomiques, mais aussi et surtout accessibles. Nous comptons bien démocratiser l'accessibilité à la mobilité privée en s'y adaptant aux capacités financières des uns et des autres. Devant un public composé de partenaires, clients et journalistes, cette soirée a été marquée par la présentation en grande pompe des nouveaux SUV, GS2 et GS4. Design audacieux, technologie embarquée, ces véhicules impressionnent par leur entrée de plein pied dans la modernité. Jack propose des véhicules qui allient innovation, fiabilité et sécurité. Jack propose une large gamme de véhicules qui va des berlines, des SUV, des pick-up, des fourgonnettes, des vannes et j'en passe. Tractafrique Motors a promis par cette cérémonie solennelle des véhicules robustes et accessibles pensés pour les routes sénégalaises et les attentes des conducteurs seront bien prises en compte. Pick-up, T6, pick-up T8 ou encore les SUV GS2 et GS4. Nous contribuerons sûrement au rajeunissement du parc sénégalais, le parc circulant sénégalais professionnel, en mettant en œuvre des solutions objectives et rationnelles en partenariat avec les différents groupements des professionnels de transport urbain et interurbain. Avec pour devise Better Drive, Better Life, conduire dans un bon état d'esprit, JAC ambitionne de rouler loin sur les routes sénégalaises et même au-delà. En culture, le Gala international public court de Saint-Louis livre son verdict. Le film Botset de Alicia Mendy s'est distingué et remporte le premier prix en vote réalisé par le public après 4 soirées de visionnage des 19 films en compétition. Abdouat. Pour la 6e édition du Gala international Publicourt 2025, 19 films étaient en lice. Le premier prix revient au film Botset de la réalisatrice Alicia Mendy. Et en proposant cela de cette manière-là, d'une manière aussi dynamique, aussi vivante, et dans notre propre langue, quelque part, nous sommes interpellés. Je pense que cette œuvre-là méritait amplement d'être primée. Les films Djongoma et Le Génie complètent le podium. L'évaluation esthétique revient exclusivement au public qui a procédé au vote après 4 soirées de projection. Quand l'œuvre est de qualité, il n'y a pas de raison que les populations ne s'en emparent pas. Ce qu'il y a aussi dans ce gala, c'est que c'est le public qui décide de tout.
de tout, du premier prix, du deuxième prix, du troisième prix. Il n'y a aucun professionnel qui vient décider à la place du public. Le talent et la créativité se sont exprimés au cours de la projection de ces courts-métrages. Des œuvres qui reflètent la richesse et la diversité du cinéma contemporain. Cet événement met aussi en valeur le travail de l'UFR CRAC de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis au service du cinéma. Le travail d'incubation, de formation, d'accompagnement qu'il est en train de faire entre dans ce qu'on pourrait appeler la territorialisation de la culture. Il faut nécessairement que les territoires puissent bénéficier de ce qui se passe à Dakar parce qu'il y a de la créativité dans les régions. Avec une 6e édition qui a tenu toutes ses promesses, le gala public court s'annonce déjà comme le rendez-vous du court-métrage en Afrique. Abdouad, les meilleurs cuisiniers aussi en compétition après Dakar. Thiès a reçu la 2e édition du concours culinaire organisé par l'Institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture en collaboration avec l'Agence nationale de l'aquaculture. L'activité vise à sensibiliser davantage le public sur l'importance et la diversité des espèces aquacoles. Fatima Tabanelba. Les poissons issus de l'aquaculture comme le tilapia, le poisson-chat ou encore le clarias ont longtemps souffert d'une forte stigmatisation. Ils n'étaient pas appréciés par les ménages sénégalais. Des préjugés que ce concours culinaire organisé à Thiès veut dissiper. Ils sont plus d'une dizaine d'écoles de formation à être représentées. On dit le plus souvent que c'est des poissons qui n'ont pas un bon goût. C'est des poissons qui sont nocifs à la santé. Donc c'est des poissons qu'on ne peut pas faire. Qu'on ne peut pas préparer en tchéboudion ou quelque chose du genre. Et c'est ça qui nous a motivés, en tant qu'acteurs du secteur, à développer une journée de concours culinaire ici au niveau national pour pouvoir vraiment démontrer que les produits aquacoles peuvent être préparés au niveau des plats nationaux. Les participants à ce concours ont rivalisé de créativité pour présenter des plats locaux au goût inégalé, au grand bonheur du directeur de l'Agence nationale d'aquaculture. Il est conscient de l'importance de ce secteur porteur de croissance, même si des défis demeurent, comme l'insuffisance d'alevins et d'aliments. L'insuffisance en alevins, en intrants. On a les alevins, c'est-à-dire donc les semences, mais aussi l'aliment qui coûte cher parce que l'aliment est importé. Aujourd'hui, donc, nous avons comme programme de vulgariser donc les écloseries, qui sont donc les maternités de poissons, à travers le Sénégal. Comment? Avec un maillage au niveau national, c'est-à-dire d'avoir des bureaux régionaux dans toutes les régions donc, du Sénégal. Ça, c'est un. Nous avons d'ailleurs un projet qui est presque acquis avec Invest for Job, qui prévoit de faire 14 écloseries dans 14 régions du Sénégal. Ce projet, donc, Jeunesse et Écloserie, qu'on appelle GECLO, avec la capacité de produire 2 millions d'alevins par écloserie. Dans un contexte de raréfaction du poisson sur nos côtes, l'aquaculture au Sénégal constitue une alternative et une réponse efficace pour combler le déficit croissant de protéines chez les personnes les plus vulnérables. Elle offre aussi des opportunités de création d'emplois durables au sein de la jeunesse et des femmes. La République de la Namibie célèbre le 35e anniversaire de son indépendance. Ce peuple a marqué son empreinte sur le marbre de l'histoire namibienne de par son dévouement et son abnégation pour bâtir une nation souveraine. Les relations bilatérales entre le Sénégal et la Namibie ont marqué cette soirée qui a regroupé des ressortissants de plusieurs pays. Bakary Dembassi. C'est dans une ferveur et une parfaite symbiose de différentes cultures qu'a eu lieu le 35e anniversaire de l'indépendance de la République de la Namibie. Un peuple engagé qui s'est battu corps et âme au nom de la liberté et de l'égalité. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons au parcours qui nous a conduits ici, nous reconnaissons également les efforts, les sacrifices et la persévérance de notre peuple qui s'est battu pour la liberté, l'égalité et la justice. Le chemin parcouru depuis la libération jusqu'à l'édification de la nation a été marqué par une croissance et des défis immenses, mais aussi par une immense fierté pour ce que nous avons accompli ensemble en un laps de temps. Les relations diplomatiques et amicales entre le Sénégal et ce pays de l'Afrique australe sont au beau fixe. Nos deux pays partagent une histoire d'engagement pour la liberté, une vision commune d'une Afrique unie et prospère, et cela, le Sénégal se tiendra toujours aux côtés de la Namibie.
Votre présence souligne la force des liens diplomatiques entre nos deux pays et met en évidence la coopération continue que nous partageons dans de nombreux domaines d'intérêt mutuel. Nous sommes reconnaissants de l'amitié et du partenariat indéfectible entre la Namibie et le Sénégal et nous nous réjouissons de renforcer ce lien d'amitié dans les années à venir. À travers cette rencontre, l'ambassadeur de la Namibie au Sénégal ainsi que le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire se sont remémorés de grands hommes qui ont marqué l'histoire des deux nations. Ils ont aussi rappelé l'importance de bâtir une Afrique forte et souveraine. Sport, Basketball Africa League, l'AS Ville de Dakar s'impose face à l'US Monastir de la Tunisie sur le score de 70 à 67. Les joueurs du coach Libas ont pu sortir leur épingle du jeu dans un match âprement disputé. Les Dakarois démarrent bien leur compétition dans cette conférence Sarah à domicile. Retour sur les temps forts avec Fatmata Savani. Mabrouk, évitez le shoot à 3 points les gars. Oh, et c'est terminé. Au bout du suspense, au bout du suspense, au bout du suspense, l'AS Ville de Dakar remporte son premier match dans cette saison 5 de la Basketball African League. Une fin de rencontre à suspense. 3 points seulement séparent les deux équipes à l'arrivée. L'AS Ville de Dakar sort vainqueur de cette première confrontation dans la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Les joueurs de la capitale s'imposent face aux Tunisiens de l'AS Monastir, amenés par l'expérimenté Radouane Slimane. Les coéquipiers de Tchernognan, hommes du match, ont rivalisé d'adresse et de solidité défensive. Ah ouais, ça c'est une action de grâce à un Will Perry inspiré dans le momentum, le collectif des champions du Sénégal a été performant. Barandiaï est le meilleur scoreur avec 15 points à égalité avec Slimane. Aruna Abdoulaye et ses coéquipiers n'ont rien lâché. Ils remportent les 3 cartons sur les 4. Le public de Dakar Arena, enchanté par cette victoire, a également magnifié la présence d'un spectateur spécial. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été au rendez-vous de cette compétition continentale pour accompagner sa jeunesse et celle de l'Afrique. Mettez le casque, mettez le casque, mettez le casque. Sans genre de discipline, Coupe d'Afrique de football scolaire, le Sénégal a perdu la finale cet après-midi au tir au but devant la Tanzanie, tenante du titre 3-2 en Coupe d'Afrique féminine de futsal. Le Sénégal a également perdu face à la Tanzanie, 3-1. Les Lions sont éliminés de la compétition avec une défaite et un match nul. La Coupe d'Afrique des Nations catégorie des moins de 20 ans démarre ce dimanche au Caire. 13 équipes vont y prendre part. Le Sénégal va défendre son titre remporté il y a 2 ans en Égypte. Et là, chez Tchernodrami. L'Égypte s'apprête à accueillir la 17e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Prévue dans un premier temps en Côte d'Ivoire, c'est finalement la terre des pharaons qui va accueillir une 2e édition successive. Au total, 13 pays vont s'affronter pour essayer de prendre la succession du Sénégal. Les Lionceaux ont décroché leur premier sacre ici même, en Égypte, il y a 2 ans, et vont essayer de conserver leur titre. Le Sénégal est dans le groupe C en compagnie de la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Ghana. Dans le groupe A, on retrouve l'Égypte, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Et dans le groupe B, le Nigeria, la Tunisie, le Kenya et le Maroc. Les Lionceaux sont les principaux favoris, mais attention à des équipes comme le Ghana, le Nigeria ou encore le Maroc. Le stade international du Caire, le stade du canal de Suez et celui d'Ismaïlia seront les théâtres des événements. Le tournoi comprend une phase de groupe suivie d'une phase à élimination directe. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe et les 2 meilleurs 3e se qualifient pour les quarts de finale. Les 4 demi-finalistes vont se qualifier à la Coupe du Monde des moins de 20 ans, prévue au Chili. À Tchernodrami, football toujours Prime League, 34e journée. Brighton qui s'est imposé face à West Ham 3-2 après avoir été mené